paître dans le détail sur des terres communes. Au contraire, on a une appropriation privée des terres. Et Thomas More, quand il écrit son texte, Thomas More, c'est pas le dernier des inconnus. À l'époque, il est quand même chancelier d'Angleterre. Il est l'équivalent du Premier ministre. Il finit décapité parce qu'il s'oppose à son roi sur la question de son mariage, puisqu'il a divorcé et qu'il veut pouvoir se remarier. Et ça lui est interdit. Thomas More reste un catholique. Donc il ne souscrit pas aux demandes faites par le monarque, par Henri VIII, mais au final, si c'est un homme politique engagé dans son temps qui, quand il écrit, a son temps à l'esprit, il n'empêche que ça reste un texte littéraire qui a d'abord vocation à faire penser, si vous entendez. Il ne faut pas imaginer que les textes utopiques soient des textes qui seraient comme des programmes dont ensuite un parti devrait s'emparer pour pouvoir le réaliser par la force ou par la violence. C'est vrai, je vais finir là-dessus, mais c'est vrai que parmi les dictateurs totalitaires, un certain nombre se sont revendiqués de ces textes. En URSS, il y avait une galerie des saints hommes auxquels il fallait rendre un culte, et Thomas More en faisait partie. Il était pensé par les communistes comme un préfigurateur du communisme. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'un auteur du XVIe siècle, ce qu'il écrivait avait un sens quelconque dans un siècle, quatre siècles plus tard? Ça, c'est tout à fait contestable. Ça reste un texte littéraire inscrit dans une époque avec une vocation artistique. Il y a une dimension humoristique du texte. C'est assez amusant quand on lit, enfin amusant. C'est pas un texte particulièrement amusant que le texte de Thomas More, mais c'est un texte qui est assez littéraire. Ce qui est assez intéressant, c'est pas forcément visible au premier abord, mais tous les noms de familles qui sont employés dans le texte sont formés sur des racines latines qui à chaque fois disent que c'est quelque chose qui n'existe pas, voire que c'est quelque chose qui est absurde. Le narrateur, Thomas More, en fait, raconte un récit de voyage, et la personne qui fait ce récit s'appelle Raphaël Hypplodé. Et en grec, Hypplodé, ça veut dire colporteur de baliverne. Quand Thomas More écrit son texte, en fin de compte, il a un recul suffisant sur lui-même, sur son écriture, pour dire « je sais très bien que ce que j'écris n'est pas la réalité ». Le fleuve est un fleuve qui n'existe pas, la cité dans laquelle les gens se trouvent, et l'utopie elle-même, utopie ça veut dire en grec, c'est un jeu de mots de Thomas More, c'est à la fois le lieu qui n'existe pas et le lieu du bonheur. Utopia, un U privatif, mais ça peut être aussi Utopia, le lieu du bonheur. C'est à la fois le lieu qui n'existe pas et le lieu du bonheur, c'est le lieu du bonheur qui n'existe pas. Autrement dit, il n'y a absolument pas cette dimension qu'on voudrait préférer à l'origine du texte utopique, des programmes pour les siècles futurs, pour des partis idéologiques. Sur la question du travail, c'est une question qui est devenue centrale depuis le XIXe siècle, avec les luttes sociales en particulier. Mais quand on lit Marx, on peut évidemment ne pas être marxiste, on peut trouver que Marx propose une abolition de la propriété privée qui est contestable. Il n'empêche que Marx, dans ses textes de jeunesse, en particulier dans l'idéologie allemande, qui est un texte de 1845, il décrit ce que pourrait être une société qui serait libérée de cette appropriation des moyens de production. Et il dit c'est une société dans laquelle, finalement, personne ne serait obligé de travailler de manière contraignante. Et dit-il, sur un texte très célèbre de Marx, il dit un jour, le matin, un travailleur pourra être berger, l'après-midi, il pourra s'adonner à la critique, entendez par critique le travail de l'intellectuel, et puis le soir, il pourra faire de la chaudronnerie. L'idée, c'est qu'on n'est pas enfermé dans une sphère du travail, dans un domaine du travail qui est clos et qui est achevé. Avec l'idée que le travail, sous une forme programmé par avance, peut être allié. Maintenant, sur la question que vous me posez sur notre époque, avec l'idée qu'effectivement, l'organisation du monde économique aujourd'hui fait que c'est difficile d'espérer pouvoir obtenir un travail pour la vie avec un déroulement de carrière assez classique. Alors, on pourrait dire qu'effectivement, ça laisse des opportunités. Ça laisse des opportunités de ne plus être simplement l'esclave de son travail. Après, évidemment, on ne peut pas nier que le travail est toujours pris à l'intérieur de dimensions qui sont des dimensions je dirais, politiques. C'est-à-dire que le travail a une dimension politique qui concerne la société dans son ensemble. Et donc, en conséquence,
si le schéma ancien ne fonctionne plus aujourd'hui, évidemment, la question reste celui de la définition d'un droit du travail qui reste collectif, qui reste commun, et qui permet d'éviter que l'on devienne, tout en étant acteur de son travail, mais qu'inversement, on ait un avenir, qu'on puisse avoir les droits à des congés, qu'on puisse avoir un droit à la retraite, bref, qu'on puisse, ça c'est ce qu'ont fait les générations qui nous ont précédés, créer un droit du travail qui permette à chacun de vivre. Dans l'histoire de l'utopie, on a eu affaire à de grands textes qui, quelque part, avaient une vocation globale. Thomas More, tous ces auteurs, Campanella, et puis plein d'autres, jusqu'au XXe siècle, ont proposé une organisation globale de la société, d'où l'idée d'ailleurs que voilà, on pouvait nous faire penser au régime total. Il me semble qu'aujourd'hui, l'utopie, elle a muté, elle s'est transformée. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait justement affaire à ces grandes utopies qu'on avait, qui correspondent quelque part à un schéma constructiviste. La Renaissance, on est vraiment le berceau de ça. On a aujourd'hui affaire beaucoup plus à des expériences concrètes, du local. L'utopie aujourd'hui est devenue beaucoup plus locale qu'elle n'est globale. L'utopie, elle est beaucoup plus pratique qu'elle n'est théorique. Aujourd'hui, on observe partout dans le monde des expériences, des essais, des petites pratiques locales avec l'idée au lieu d'en parler, on la réalise. On parlait du travail, il y a des gens qui se disent, au lieu de courir après un travail que la société ne me promet pas, eh bien je vais trouver les moyens de créer ma propre activité et de la rendre rentable, sans forcément s'inscrire dans le système capitaliste. Ça peut être tout à fait en marge. Alors on parlait des écarts de l'utopie, là ça peut être dans les marges du système économique global, avec l'idée qu'on crée une activité qui peut être rentable. D'un côté, l'utopie, on la rend responsable des régimes totalitaires, et puis en parallèle, on dit l'utopie, c'est l'impossible. Quelque part, il y a un paradoxe, parce que si l'utopie était impossible, on ne peut pas la rendre responsable de l'arrivée de régimes totalitaires ultra-violents. S'ils sont impossibles, ils sont irresponsables, ils ne produisent aucun effet. Elles ne produisent aucun effet, et si inversement elles sont responsables des régimes totalitaires, c'est que visiblement elles avaient quelque chose comme une possibilité. Alors ce qui est intéressant quand on étudie ces régimes, quand on étudie les pratiques contemporaines, c'est qu'on voit qu'en fin de compte, actuellement, ce que proposent les gens qui produisent, qui réalisent des utopies concrètes, c'est de montrer que c'est possible. Que c'est possible sans pour autant avoir l'ambition d'imposer ça à tout le monde en disant après c'est quelque chose qui suffirait de généraliser. L'utopie a quelque chose comme une ambition commune malgré tout. L'idée de l'utopie, c'est ce qu'on cherche à faire partager aux autres. Pas forcément qu'on cherche à imposer, mais au moins à faire partager. Qu'on expose, dont on montre qu'éventuellement ça peut fonctionner. Aujourd'hui on rencontre des pratiques utopiques dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'économie, dans toutes sortes de domaines qui sont importants. Tout à l'heure, je crois qu'il disait que je suis aussi engagé politiquement. Moi, je viens à l'origine, mon engagement politique, il vient d'abord d'un engagement associatif. J'appartiens à une AMAP depuis 10 ans, une AMAP, vous savez, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. On fait vivre un agriculteur à travers un contrat sur une année complète, où on lui permet d'avoir un revenu régulier, et en contrepartie de quoi il nous fournit un panier qui subit les éventuels aléas du climat. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'à l'agriculteur de prendre ça en charge, ça peut être aussi à celui qui s'est engagé par contrat. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais d'une semaine à l'autre ce qu'il y aura dans le panier. Un jour ça peut ne pas nous plaire, un jour il peut y avoir moins et le lendemain il y aura un peu plus. L'idée c'est qu'on mutualise. Et grâce à ça, on fait en sorte qu'un agriculteur, biologique, puisse vivre sur un terroir, puisse grâce à ça, fournir à 50 personnes de la ville où j'habite une nourriture saine, de qualité et locale, parce qu'on ne va pas produire des légumes sous serre en utilisant des intrants et en utilisant du pétrole. On va utiliser surtout des semences locales. Qu'est-ce qu'il y a le rapport avec l'utopie? C'est une utopie concrète, c'est une utopie réalisée. Ça reste une utopie au sens où ça a un sens collectif.
C'est pas quelqu'un uniquement dans son coin, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire celui qui fait son jardin dans son coin, il fait une utopie. Quelque part, il l'a fait. Quelque part, c'est une utopie. Le jardin ouvrier était des utopies. Les gens qui font leur potager font une utopie. Mais l'utopie a une vocation supplémentaire.